René Carmille est méconnu du grand public, mais ses actions durant la Seconde Guerre mondiale ont encore des conséquences aujourd'hui. Fondateur de ce qui deviendra l'INSEE et créateur du futur numéro de sécurité sociale, ce polytechnicien a utilisé son poste au sein de l'administration de Vichy pour alimenter la résistance. Mais son parcours demeure mystérieux. Yousser Youssef, 25 ans, fraîchement diplômé de l'École nationale de la statistique fondée par Carmille, décide alors d'enquêter sur le sujet. Un sujet qui résonne avec nombre de questions contemporaines sur le big data et les données personnelles. Portrait d'un homme à la trajectoire trouble qui fait encore débat aujourd'hui. Vous écoutez René Carmille, un hacker sous l'occupation, première partie. Je m'appelle Yousser, j'ai 25 ans, je suis tout juste diplômée de l'École nationale de la statistique. Ici, j'ai appris à traiter les données, ce que tout le monde appelle maintenant la data. Les données, je sais les lire, les interpréter, et je veux m'en servir pour le bien commun. Mais avant d'espérer changer le monde, il faut comprendre d'où l'on vient. Et justement, dans mon école, il y a un sujet tabou. Elle a été créée en 1942, sous le régime de Vichy. Pas vraiment la période la plus glorieuse de l'histoire de France. C'est ainsi que j'ai décidé d'enquêter sur René Carmille, le fondateur de notre école. Parce que je lisais tout et son contraire sur lui. Pour certains, il aurait contribué à la déportation des Juifs. Ah non, en fait, selon d'autres, il en aurait sauvé. J'ai même lu que c'était le premier hacker de l'histoire. Et bon sang, je m'imaginais pas que ça allait être aussi compliqué. En plus de mon école, René Carmille a fondé ce qui deviendra l'Institut national de la statistique et des études économiques. Et surtout, on lui doit tous quelque chose. C'est lui qui a inventé notre numéro de sécurité sociale. Et ça, personne ne le sait. Pourquoi est-ce que l'histoire l'a oublié ? Est-ce que René Carmille a joué un rôle dans la politique antisémite de Vichy ? Ou est-ce qu'il a, au contraire, combattu les nazis ? La seule chose que je sache, pour l'instant, c'est qu'il est mort en déportation, à Dachau, à la fin de la guerre. Mais je ne sais pas pourquoi. Bon, reprenons depuis le début. Été 1940. Pétain signe l'armistice avec les Allemands, qui occupent toute la partie nord du pays. Tout ça, je le savais déjà. Mais ce que je ne savais pas, c'est que De Gaulle n'a pas été le seul à vouloir s'opposer à Hitler. Dans l'entourage du maréchal Pétain, à Vichy, quelques officiers réfléchissent, eux aussi, à une possible contre-attaque. Il y a un certain nombre d'officiers supérieurs qui, tout en étant favorables à l'armistice parce qu'ils ne voient pas d'autre solution politique possible, continue néanmoins à considérer les Allemands comme l'ennemi. Julien Blanc, historien de la résistance. C'est-à-dire, là, pour l'instant, la guerre, elle est terminée. C'est ça l'armistice, c'est l'idée que la guerre en métropole est terminée. Mais il faut dès maintenant préparer comme on le peut cette revanche possible. L'étape la plus urgente, c'est le camouflage des matériels. Qu'il convient de faire à chaud immédiatement. Christine Lévis-Touzé, historienne de la résistance. Et de trouver les lieux, puisque ce sont des civils qui vont abriter les caches d'armement. Et pour qu'un futur soulèvement contre l'occupant soit un jour possible, il va falloir identifier tous les hommes prêts à se battre et capables de se servir de ces armes. Alors, comment les trouver ? Une personne a peut-être la solution. L'homme qui a fondé mon école, René Carmille. Il est, à ce moment-là, un spécialiste reconnu de l'organisation de l'armée. René Chouillon, petit-fils de René Carmille. Et donc, dans la perspective de la recréation de troupes pour arriver à prendre une revanche, il apparaissait comme, je pense, comme l'homme de la situation. Alors, qui est René Carmille ? Ce polytechnicien a grandi en Dordogne, où ses parents étaient instituteurs.
Il s'engage dans l'artillerie en 1908, participe à la Première Guerre mondiale, puis grimpe les échelons de l'armée pour atteindre la fonction de contrôleur général. En 1940, il est une des têtes pensantes de l'administration militaire. C'est un homme très cultivé et il a des visions politiques, disons, sur la façon dont on peut gouverner un pays. On pourrait qualifier Carmi effectivement d'intellectuel. On peut le qualifier à partir des années 20, des années 30 surtout, d'expert. Béatrice Touchelet, historienne spécialiste de l'INSEE. Parce que Carmi a une idée, une ambition qui est très forte, c'est de rationaliser la gestion des services de l'artillerie. Donc il veut trouver des méthodes qui vont s'appuyer sur la mécanographie, donc sur un équipement, ce sont les ancêtres des ordinateurs, donc qui permettent de classer toute une série de documents. Ces machines sont les toutes premières que l'on peut programmer pour compter, trier des données et constituer des fichiers. Et justement, Carmi pense pouvoir s'en servir pour établir la liste des combattants qui formeront l'armée secrète que les officiers revanchards veulent lever en zone libre. Alors il leur propose un plan à peine croyable. Pour ne pas éveiller les soupçons des Allemands, il veut créer très officiellement un service national de statistiques équipé de ces machines, qui servira de couverture à l'opération clandestine, comme il l'explique dans une note très secrète. C'est là le point secret important. Le service de la démographie générale peut préparer, dans les conditions de discrétion maxima, les plans de mobilisation générale. En clair, le premier objectif est un objectif tout à fait officiel. Il faut moderniser la statistique. Moderniser la statistique, comment ? En particulier en utilisant un matériel mécanographique que Carmi a mis au point pendant toute la période de l'entre-deux-guerres. Bon, ça c'est l'objectif officiel. L'objectif officieux, c'est de justement mettre en place tout un fichier permettant éventuellement une remobilisation de l'armée française. Et ça, effectivement, ça se fait complètement à la barbe des Allemands. C'est fou cette histoire, alors qu'au même moment, le maréchal Pétain est en pleine discussion avec les Allemands. Et en octobre 1940, il annonce sa décision aux Français. C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française, une unité de 10 siècles, dans le cadre d'une activité constructive du nouvel ordre européen que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. Pétain collabore. Et pourtant, une poignée d'officiers de Vichy lance une initiative résistante. Mais qu'est-ce qui leur prend ? Il y a un certain nombre d'officiers qui se disent que Pétain signe l'armistice parce qu'il ne peut pas faire autrement, mais qu'en son fort intérieur, Pétain veut préparer la revanche. Au fond, ils imaginent que Pétain joue une sorte de double jeu. Il négocie avec l'Allemagne et il signe l'armistice, mais en même temps, il n'accepte pas la défaite, donc il va essayer de préparer la revanche. Et donc, voilà, c'est une interprétation. C'est une interprétation. Je veux dire, Pétain n'a jamais dit ça clairement. Il faut être clair là-dessus. Toujours est-il qu'un mois plus tard, en novembre 1940, le journal officiel publie le décret fondateur du grand service civil de statistique de René Carmi, futur INSEE, qui va servir de couverture au projet secret de mobilisation en zone libre. La suite de l'histoire se passe à Lyon. C'est là que le tout nouveau service national de la statistique de René Carmi s'installe. C'est ici qu'officiellement, il réalisera des études sur la démographie, l'économie, le travail. Carmi prend la tête d'une très grosse administration. Vichy, c'est un régime qui crée beaucoup de services, qui dépense énormément. Bon, mais n'empêche que là, on a effectivement un budget très conséquent. Il dispose de 1000 hommes, 1000 femmes et hommes, enfin beaucoup plus d'hommes que de femmes, qui sont des techniciens. Carmi s'entoure aussi immédiatement d'un certain nombre de militaires qu'il connaît bien, pour mener justement sa mission officieuse, disons. Pour produire de la statistique, son service a besoin d'engranger des données. Il va aller les chercher partout. Il fait réaliser un grand recensement en zone libre qui lui permet de poser des dizaines de questions aux Français.
Il fait aussi recopier tous les registres d'état civil du pays pour établir la liste complète des Français nés depuis 1881. Les petites mains du service de la démographie se chargent ensuite de saisir dans les machines mécanographiques ces millions d'informations. Il a utilisé, lui, l'informatique pour faire quelque chose qui était très très innovant à l'époque, qui était, grosso modo, une base de données nominative d'individus. Ça paraît tout à fait banal aujourd'hui, on en a tous une dans notre agenda, sur notre téléphone, mais à l'époque, c'était vraiment le tout premier à faire ce genre de choses. La révolution, entre guillemets, Carmi, c'est que l'on a des informations nominatives qui sont tout à fait disponibles en permanence. Car ces informations nominatives, René Carmi les grave sur des cartes perforées, l'ancêtre de nos disques durs. Un trou sur une carte, c'est une information. Chaque carte peut en comporter 80. Une technologie nouvelle qui va lui donner une idée. En août 1941, son service attribue pour la première fois un numéro unique à chaque Français. René Carmi a été le premier à se dire on va utiliser un numéro qui va identifier chaque individu. Ça paraît encore une fois très banal aujourd'hui, mais voilà, c'était le premier. Quand on vous fait remplir un formulaire, vous mettez votre date et votre lieu de naissance, et c'est cette date et lieu de naissance qui sont transformés en chiffres et en numéros intangibles tout au long de votre vie. Michel Louis Lévy, biographe de René Carmi. Puisque chacun a une seule date et lieu de naissance. C'est ce qui deviendra par la suite, et ça c'est un héritage non négligeable effectivement de René Carmi, et c'est aussi un résultat de son expertise, c'est le fameux numéro de sécurité sociale qui servira dès 1945-46. Ce numéro d'identification unique ouvre une possibilité extraordinaire. Grâce à lui, les machines de René Carmi sont capables de croiser avec facilité toutes les données qui concernent une même personne, même si elles figurent sur différents fichiers. Le but de Carmi est de les croiser discrètement pour en extraire ceux qui l'intéressent vraiment. Les noms, les adresses actualisées et les qualifications militaires des hommes situés en zone libre. Ceux qui pourraient reprendre le combat. À chaque fois, il utilise un prétexte administratif plausible. C'est pour lutter contre le chômage qui repère les activités professionnelles des Français. Dans d'autres occasions, il crée des fichiers pour vérifier les primes de démobilisation. Les soldats démobilisés ont droit à une prime, et il y a évidemment des fraudes contre lesquelles il faut lutter. À chaque fois, il a une bonne raison pour créer différents fichiers qui ont l'air anodins par rapport à la raison cachée, camouflée, qui est de créer des unités militaires. Il y en a certainement qui ne sont pas dupes. Mais bon, en 1941, les Allemands ne se sentent pas tellement menacés par la France. C'est plutôt l'inverse, en fait. Donc on n'a pas vraiment de crainte à avoir sur ce plan-là. Et pourtant, quelque chose se prépare. Très discrètement, chaque semaine, René Carmi peaufine sa stratégie avec l'un des officiers de l'état-major, le lieutenant-colonel Zeller. L'objectif sont les autorités militaires qui l'ont fixé au service de Carmi, c'est d'avoir une quinzaine de divisions disponibles dans un délai très court, mobilisées, prêtes à combattre. Le colonel Zeller espère que Carmi fournisse environ 300 000 fiches de mobilisables. L'objectif est ambitieux, mais très risqué. Pour y parvenir, René Carmi doit faire saisir et croiser plusieurs fichiers qui comportent chacun des millions de données. Le tout sans qu'aucune des centaines d'opérateurs et opératrices du service de la démographie ne remarque quoi que ce soit. Chacun ne connaît que ce qui le concerne, et les opératrices qui gèrent les fichiers ne connaissent pas vraiment l'usage des différents fichiers, ou ne connaissent qu'un seul usage. Il y a le contrôle des services allemands. Christine Lévis-Touzé, historienne de la Résistance. Donc il faut ruser avec l'occupant, qui vient vérifier ces registres, ce système, en se réfugiant derrière la technique pour dissimuler l'autre pendant l'action. René Carmi, il a un immense avantage, c'est qu'il illustre, dans les cours que je donne à Sciences Po, la résistance du TECOS. Fabrice Epelboin, enseignant à Sciences Po et activiste.
de la personne qui maîtrise la technologie et qui, dans le système, va pouvoir faire acte de résistance à travers sa maîtrise de la technologie. Ce schéma, que je vais surtout pas vous expliquer, est tout simplement l'ancêtre de nos programmes informatiques actuels. Carmi en possède 2 exemplaires. Un faux, à visée civile, qu'il peut montrer aux Allemands, et l'autre, secret, qui permet le plan de mobilisation. Et c'est ça, le hack, en fait. L'un des tout premiers détournements informatiques de l'histoire. C'est Carmi qui le réalise. Un hacker, c'est quelqu'un qui contourne ou détourne une technologie pour en faire autre chose. C'est la définition la plus large qu'on peut imaginer du hacker. Donc à ce titre, ouais, René Carmi est un hacker. Et à ce titre, c'est un activiste avec un H, activiste, parce qu'il a contourner et détourner une technologie pour en faire tout autre chose à des fins de lutte et de résistance. Et le plan de René Carmi fonctionne. Il a produit le fichier des combattants. Au printemps 1942, les cartes perforées sont prêtes. Une carte, un homme. Au total, plus d'1 mètre cube de données. Son arme secrète est au point. Jusque-là, tout va bien. Carmi est irréprochable. Il a mis ses machines au service d'un noble combat. Et il voit encore plus grand avec elle. Il veut éclairer l'action de l'État grâce à la statistique. Son service y contribue déjà, c'est le futur INSEE. Et pour en former les cadres, en 1942, il crée une école, la mienne, l'ENSAE. Mais voilà, il ne s'arrête pas là. Il propose un truc fou, un projet qu'il caresse depuis quelques années déjà. Il veut constituer pour chaque Français ce qu'il appelle un carnet signalétique individuel. Conçu avec le ministère de l'Intérieur, ce carnet doit comporter plusieurs rubriques. Instruction générale et activités intellectuelles, activités professionnelles, prévoyance sociale, profil psychologique, casier judiciaire, domiciles et résidences successifs, relations avec l'étranger, et enfin, les séjours dans les camps de jeunesse. Il veut organiser un recensement permanent, c'est-à-dire pouvoir connaître à la minute, tout le temps, avec des informations qui sont des informations actualisées systématiquement, toute la population qui est la population du territoire. Le meilleur parallèle finalement avec le carnet signalétique de Carmi, c'est probablement aujourd'hui ce profil informatique, mathématique que recomposent les grandes plateformes. Quand on va sur Facebook, sur Google, sur Instagram, ils compilent finalement un double informatique, un profil qui nous échappe, qui ne nous appartient pas, qui est assez opaque. D'ailleurs, c'est un miroir sans teint, il nous voit mais on le voit pas beaucoup. Olivier Tesquet, journaliste, spécialiste de la surveillance numérique. Et effectivement, c'est ce qui est probablement le plus proche de ce carnet signalétique aujourd'hui. Des données et encore plus de données. Certes, elles sont utiles pour identifier les mobilisables, et peut-être, un jour, combattre. Mais pour les obtenir, Carmi s'engouffre dans tous les projets de Vichy. La toute nouvelle carte d'identité, à laquelle il veut ajouter son numéro d'identification, la loi qui rend obligatoire la déclaration de changement de domicile, qu'il soutient, que des projets dangereux. Là, on est en effet dans un engrenage qui est « je veux des informations pour actualiser et il m'en faut de plus en plus ». L'histoire a montré que service statistique, qu'il soit public ou qu'il soit privé, avait quand même tendance à devenir assez naturellement et assez spontanément inquisitorial, justement. C'est-à-dire que ce soit l'histoire récente des grandes plateformes, je pense à Facebook par exemple, ou que ce soit l'histoire des fichiers de police, qui ne cessent jamais de grandir. Il y a une sorte d'obésité morbide de ces fichiers où ils ne réduisent jamais la voilure, mais ne cessent de s'étendre, de s'interconnecter, de se combiner, etc. On est dans l'accumulation. On n'est jamais dans le retranchement, dans la diminution. Et donc, à partir de là, ça présente un certain nombre de dangers. Irréalisable techniquement, le projet de carnet signalétique individuel ne va pas aboutir. Le rêve de Carmi d'un fichage total de la population, réactualisé en permanence, ne se réalisera pas. De son vivant, en tout cas. Mais là, on est en 41-42. Et il y a cette question qui m'obsède et que maintenant je ne peux plus laisser de côté. Carmi a-t-il aussi voulu ficher les Juifs ?
C'est en tout cas ce que des historiens ont avancé dans les années 90. La famille a pensé que la mémoire de mon grand-père était injustement attaquée, c'est tout. Moi, je ne sais pas, je ne sais que ce qui a été écrit par les uns ou par les autres. René Chouillon, petit-fils de René Carmille. Les uns ou les autres, ce sont des historiens ou des personnes qui, comme moi, ont croisé René Carmille au fil de leur parcours. Michel Louis-Lévy est retraité de l'INSEE et s'intéresse au sujet depuis plus de 50 ans pour des raisons très personnelles. Il est né pendant la guerre et a d'abord vécu sous une fausse identité. Quand je suis allé dans une école maternelle, j'avais 5 ans, le premier nom que j'ai écrit de mon nom de famille, c'est Luciani. Et quand l'année suivante, on est revenu à Paris et que on m'a dit que je m'appelais Lévy, ça m'a traumatisé, si j'ose dire, et je comprenais pas pourquoi je devais changer de nom. Et donc, quand je suis devenu statisticien en 62-64, je me suis intéressé à est-ce que les fichiers que Carmille avait créés avaient servi à quelque chose dans la persécution des Juifs dont mes parents et moi-même, si j'ose dire, avions été victimes pendant l'occupation. Bon, je vous raconte. Dans le recensement lancé en 1941, sous prétexte d'étudier le chômage, René Carmille pose beaucoup de questions. 31 questions au total. Nom, prénom, profession, adresse. Et puis il y a la question 11. Êtes-vous de race juive ? Ce qui est intéressant quand on regarde les différents documents administratifs qui ont été constitués par les administrations sous Vichy, on se rend compte d'une chose. Tal Brutman, historien spécialiste de l'antisémitisme. À de très rares exceptions près, il n'y a pas d'instruction venant de l'État de faire de la mention juif une norme intégrée dans les différents formulaires. Que quelqu'un comme Carmille choisisse de faire figurer cette information montre que lui intègre l'antisémitisme comme étant une politique d'État. Il pourrait la laisser à l'écart, personne ne l'a forcé jusqu'à démonstration du contraire de l'intégrer. Je crois que c'est une question qui a dû paraître, je dis pas anodine, mais normale, dans l'état de la législation de l'époque. Il était naturel, si j'ose dire, de poser cette question. Carmille n'en a pas fait grand-chose, pour autant qu'on sache. Ce qu'il a peut-être fait, c'est d'utiliser cette question pour des fichiers particuliers, dont celui des chantiers de jeunesse. Et dans ce cas-là, c'était pour dispenser les Juifs à qui on interdisait d'aller au chantier de jeunesse. Les résultats de cette question 11 n'ont pas été exploités parce que, au même moment, à peu près au même moment, se crée un commissariat, se crée une institution spéciale qui est destinée justement à organiser le recensement des Juifs. Donc, le plus grand danger, ce ne sont pas tant les questions de Carmille que celles de l'institution chargée d'exécuter la politique antisémite de Vichy, le Haut Commissariat à la question juive. À l'été 41, son chef, Xavier Vallat, s'apprête à recenser les Juifs. Là encore, l'attitude de Carmille pose problème. Le 18 juin, il propose ses services à Xavier Vallat, et en des termes, on ne peut plus clair. Dans le cas où le modèle des bulletins de recensement des Juifs ne serait pas définitivement établi, je me tiens à votre disposition pour réunir tous les renseignements utiles sur les Juifs et, en définitive, être éclairé exactement sur le problème juif. Trois jours plus tard, la réponse de Xavier Vallat arrive. Il est dans l'urgence et ne veut pas perdre du temps avec une exploitation mécanographique des données. Une semaine plus tard, Carmille renouvelle sa proposition. Il s'engage à en faire un traitement quasi instantané. Mais pourquoi Carmille insiste-t-il ? La réponse est peut-être à Paris, où un autre service de statistique, antérieur à celui de Carmille, essaie de lui faire de l'ombre. Pas question de se laisser doubler par ce concurrent. Lorsque René Carmille propose les services de la démographie pour exploiter le recensement des Juifs de juin 1941, Henri Boll, qui est le directeur de l'autre service de la statistique, a déjà proposé les services. Les deux directeurs de ces services de statistique défendent ainsi l'existence même de leurs services.
en fait, qu'il y ait une compétition entre des administrations et que Carmi joue cette compétition-là, ça ne démontre absolument rien d'autre qu'on a affaire à quelqu'un qui veut faire briller sa propre administration et montrer l'intérêt de son administration. Il ne faut pas perdre de vue cela, c'est que chaque administration doit montrer qu'elle sert à quelque chose. Si elle ne sert à rien, alors elle peut être dissoute. René Carmi serait donc rentré dans la logique antisémite pour donner de l'importance à son service. Un jeu dangereux, car en décembre 1941, Xavier Vallat, submergé par les données, finit par accepter la proposition de Carmi. Le service de la statistique va donc s'occuper du fichier des Juifs. Mais là, contre toute attente, le traitement du fichier Vallat ne va pas aussi vite que prévu. Carmi est-il lui aussi noyé par les données ? À moins que le ralentissement ne soit volontaire. J'ai fait interroger des gens qui avaient déjà été en service pendant l'occupation, quel était leur souvenir de cette opération. Michel Louis Lévy, biographe de René Carmi. Et tout le monde était d'accord, enfin il y a des témoignages concordants pour rappeler qu'il fallait ralentir au plus possible toute cette activité concernant les Juifs. Il y a des anecdotes sur est-ce que Veil, le nom Veil, qui est un nom juif bien connu, porte 2 L ou 1 L ou 2 Y. Alors on connaît Madame Veil qui, elle, est écrite avec un V. Donc ce genre de complications sur l'orthographe simplement du nom permettait d'avoir des prétextes simples pour rectifier. Qu'il y ait éventuellement une volonté, au bout d'un moment, de fausser cet instrument-là, c'est une possibilité qui n'est attesté en fait que par quelques témoignages, mais surtout qui n'est pas validé par autre chose. C'est là-dessus que butent les historiens, parce qu'il n'y a pas de traces, sauf que le témoignage des personnels qui les avaient reçus et appliqués. Me voilà perdu, presque comme au début de mes recherches. Faut-il croire à ces témoignages post-libération, difficiles à vérifier ? Ou rester sidéré par les lettres de Carmi à Vallat. Ralentissement volontaire ou non, en tout cas, les services de René Carmi n'ont jamais délivré de version nominative du fichier Vallat qui aurait pu être utilisée à des fins policières. Tout ce qu'ils ont produit, c'est une étude statistique sur les Juifs en France, sans le moindre nom ou prénom, remise au Commissariat général à la question juive très tardivement, en août 1944. Mais alors, comment interpréter les intentions de Carmi ? Entre la question 11, les lettres à Vallat, ce ralentissement sur lequel les historiens s'interrogent. Les trous archivistiques empêchent de conclure complètement sur bien justement la conscience ou non des dangers de cet appareillage qui aurait très bien pu tomber au service des Allemands, ou bien d'une politique antisémite, ou bien d'une politique de lutte contre la résistance, ou ce genre de choses. C'est très difficile de conclure parce qu'on ne dispose pas, et malheureusement je pense qu'on ne disposera jamais de l'intégralité des archives qui permettent de faire vraiment la part des choses. Peut-être qu'un jour, au fond d'une cave ou d'un grenier, on retrouvera une référence au service national de la statistique qui nous éclairera un peu plus. L'histoire n'est pas figée, et si aujourd'hui un portrait de Carmi se dessine, avec ce que l'on sait de lui, sa lecture n'est pas la même pour tout le monde. Depuis toujours, je me pose la question, est-ce que les fichiers de Carmi ont servi en quoi que ce soit à la persécution des Juifs ? Ma réponse est non. Il n'a pas prêté la main à la persécution, mais je doute qu'il ait véritablement sauvé des Juifs. Tout au plus a-t-il retardé peut-être les missions du Commissariat général aux questions juives, qui étaient plutôt des missions de spoliation. Il ne s'agit pas de dire que Carmi est l'équivalent de Pétain, ni que c'est la pire des crapules sous Vichy, c'est absolument pas le cas. On a affaire à quelqu'un qui ressemble à une myriade d'autres hauts fonctionnaires, qui n'a pas eu de problème dans un premier temps d'appliquer une politique qui est totalement anormale au regard de l'histoire de France, qui en 41 et en 42 fait valoir la qualité de son service, son savoir-faire, et essaye de montrer à quel point il est utile pour l'État et pour les tâches de l'État. Et ensuite, à partir de 43, on rentre dans une autre histoire. Vous venez d'écouter René Carmi, un hacker sous l'occupation.
Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. René Carmille, un hacker sous l'occupation, est un podcast coproduit par Initial Studio et Tournez s'il vous plaît, adapté du documentaire audiovisuel éponyme, produit par Tournez s'il vous plaît et Public Sénat. Cet épisode a été écrit et réalisé par Yousser Youssef. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistée de Cypriane Ligère. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Alix Martineau.